Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Breton. Au sommaire de ce vendredi 9 juin 2017, sensation forte garantie, 56 mètres de descente. En rappel, depuis le haut du phare d'Eckmühl jusqu'à la terre ferme, Camille Pochet a suivi la descente d'une petite fille de gardien de phare. Le Salon du Livre de Vannes fête cette année ses 10 ans. Vendredi matin, les scolaires devançaient l'ouverture officielle. Et enfin, vos vaches cochons n'ont qu'à bien se tenir. Ils sont épiés 24 heures sur 24 grâce à des objets connectés développés par une start-up lagnonnaise. Et comme chaque jour, on retrouve un journaliste de la rédaction du Télégramme. Laurent Aquilot, bonjour. Vous nous parlez du grand marché des footballeurs bretons. Oui, le mercato qui s'est ouvert ce matin et il y a déjà une arrivée au Stade Brestois. Merci Laurent. On se retrouve dans un instant. Bienvenue à vous dans cette édition du vendredi 9 juin 2017. Et on ouvre ce JT avec une macabre découverte. Ce matin à Brest, le corps sans vie d'un homme a été retrouvé au pied de la mairie. L'homme aurait été battu à mort et son corps présente des traces de brûlure. Le parquet indique que le corps est celui d'un homme noir qui n'est pas identifié pour l'instant. L'enquête est confiée à la police judiciaire de Brest. Ils étaient 80 à se lancer ce vendredi à la conquête du phare d'Eckmühl. Une descente en rappel avec un départ à 56 mètres de hauteur. Les moniteurs d'escalade qui encadrent l'exercice avaient déjà tenté l'expérience au phare de Trézien, mais à Pinmar, c'est une première fois également pour Caroline, la petite fille d'un ancien gardien de phare. Reportage de Camille Pochet sous le soleil bigoudin. Le long du phare d'Eckmühl, des courageux descendent en rappel. Un départ à 56 mètres de hauteur, c'est la première fois qu'une telle descente a lieu. Caroline se prépare et pour elle, cet instant revêt une allure de symbole. Son grand-père a été gardien de phare ici même. Oui, c'est un moment fort puisque mon grand-père était gardien de phare il y a quelques années et pour moi, c'était un moment de lui rendre hommage. Je suis excitée. Et un petit peu à la peur parce que ce sera quand même une première fois pour moi. Caroline écoute les consignes, s'équipe et s'élance à la conquête du géant. On vient de monter plus de 300 marches. J'ai le souffle un petit peu coupé. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Il y a un petit peu de vent, mais le soleil est là. Donc histoire de reprendre ses esprits, sa respiration, puis on y va. Il y a déjà une phase de repérage avant. On est venu dès la fin de journée hier pour tout installer et faire nos phases de test. C'est une deuxième. Il y a une première qui a été faite à Trézien. Il y a un défi technique un peu plus important qu'à Trézien. Là, on est sur 56 mètres. Donc il y a des contraintes qui arrivent à partir de 20-30 mètres. Quand on passe, le moment de passage, en fait, quand tu es assis et tu dois t'apprêter à descendre là, tu te dis où je mets les pieds, est-ce que c'est sûr je vais aller dans le vide, mais il faut quand même que j'ai un dernier espoir de m'accrocher avant de vraiment sauter pour de bon, quoi. Grosse sensation, c'était génial. J'ai bien pris mon pied pour une première fois, c'était vraiment nickel. Et puis j'ai pensé très fort à mon grand-père. Quelques 80 courageux se sont lancés ce vendredi du haut du phare de Pinmar pour une désescalade mémorable. Allez, on reste dans le sport avec peut-être un peu moins de sensations fortes. Le mercato débute ce vendredi. Les transferts d'un club à l'autre vont bon train. On fait le point tout de suite avec Laurent Aquilot. Le mercato, je le disais, c'est donc ouvert ce vendredi. Alors Laurent, comment a-t-il démarré en Bretagne ? Il a démarré d'abord par une annonce importante, l'officialisation du grand retour de Mathias Autray au Stade Brestois après un long passage par Lorient et puis par Lens. C'est donc un retour au Bercail pour le Nord finistérien. Cette annonce devrait être suivie de l'annonce d'une ou deux recrues en début de semaine prochaine pour le club finistérien qui recherche des éléments dans toutes ses lignes. Et à Lorient, Laurent, où en est-on ? Alors à Lorient, ça sera certainement un peu plus tardif puisque Michael Landreau vient juste d'être installé comme entraîneur. Donc il faudra certainement attendre aussi les ventes attendues, espérées de Waris et de Mukanjo pour libérer
un peu de cash. En attendant, Lorient vient de signer 3 jeunes joueurs, a priori pour son équipe réserve, à commencer par le capitaine de Bergerac, Mamadou Karamoko, qui était formé à Bordeaux. Alors, et en Ligue 1, du côté Guingampais, comment que ça se passe ? C'est certainement plus calme à Guingamp, qui a sécurisé son effectif en prolongeant son capitaine Jimmy Briand avant la fin de saison. C'est le Sud-Africain Firi est arrivé libre de Brøndby et les Guingampais vont certainement aborder tranquillement ce marché avec un effectif qui est déjà bien établi. Côté rennais, y a-t-il des mouvements ? Pour l'instant, c'est plutôt dans le sens des départs, puisqu'après l'officialisation du départ de Benoît Costil vers Bordeaux, on apprend aujourd'hui que Pedro Mendes, le défenseur brésilien, devrait rejoindre l'Olympiakos. Voilà, c'est les arrivées, ça sera certainement pour un peu plus tard. Question subsidiaire, Laurent, le mercato débute aujourd'hui et se termine ? Oh, c'est une... C'est fin août généralement, c'est ça ? Oui, Merci Laurent. De toute façon, on va suivre ça de très près. Plusieurs agriculteurs et membres du syndicat de la coordination rurale avaient fait le déplacement jusqu'à Castres ce midi pour son assemblée générale. Plusieurs personnes ont pris la parole pour dénoncer des conditions de vie catastrophiques et appeler les élus à changer de politique agricole actuellement en place pour sauver la profession. Quant aux propositions du nouveau président Emmanuel Macron, il reste pour le moment dubitatif et les agriculteurs attendent toujours des résultats concret au plus vite. On écoute tout de suite une représentante de la coordination rurale. Alors les 5 milliards d'euros, ça représente 1 milliard par an. Si on divise par le nombre d'exploitations, c'est pas grand-chose. C'est comme offrir une belle paire de tennis à un athlète qui est sur son lit d'hôpital. Qu'on nous laisse d'abord se mettre debout, qu'on puisse se refaire, mais en plus, on est loin du salaire moyen en France, qui en 2014 était autour de 2200 et quelques euros. Si nous, exploitants, qui supportons tous les risques financiers, qui travaillons tous les jours de l'année, qui ne pouvons pas nous permettre d'aller en vacances, on n'aurait pas le droit à un salaire équivalent à la moyenne. Mais franchement, est-ce que vous croyez que les jeunes vont venir s'installer pour la fierté ? Observer ses vaches, ses cochons et même son blé à distance, et c'est ce que propose la start-up lanyonaise Copic grâce à des objets connectés. Ils sont commercialisés depuis 6 mois. Une vingtaine d'équipements ont déjà été installés un peu partout en France. Exemple à Pommeridge jeudi en Côte d'Armor par Mathilde Kemener. Ces vaches sont désormais filmées et prises en photo grâce à cet appareil connecté qui permet de les observer à distance. L'exploitation du lycée de Pommeridge sert de test depuis 1 an à la start-up lanyonaise Copix qui l'a développée et les retours de l'équipe pédagogique sont positifs. Par exemple, Sébastien s'est rendu compte que la production au robot baissait, les vaches ne produisaient de moins en moins de lait, mais il fallait savoir d'où venait la source. Et en regardant ces images, il s'est rendu compte, mais mince, mes vaches ne boivent plus. Donc il a cherché le problème et en fait, on avait des courants vagabonds qui étaient dans l'eau de boisson. Observer sa ferme ou son champ, éviter les déplacements et développer la collaboration avec des spécialistes, ces objets connectés ont plusieurs avantages. J'ai un doute sur ma parcelle, je ne sais pas, au niveau des feuilles, une maladie qui se développe. Je prends ma photo, je l'envoie à mon technicien, je lui dis j'ai un doute, est-ce que tu confirmes ou pas? Il n'a pas la nécessité de venir exprès pour une de mes parcelles. On gagne tous en efficacité en travaillant comme ça. Des objets commercialisés depuis 6 mois, une vingtaine d'exploitations françaises se sont équipées, la photo et la vidéo ont du succès. On a un gain en confort dans des travails qui sont dans un travail qui est bien souvent contraignant, avec des présences, avec peu de disponibilité. Donc si nos outils peuvent aider au-delà du bien-être animal, le bien-être de l'éleveur, ce sera quelque chose de formidable. Face aux commandes, une personne a été embauchée et 4 autres sont prévues en 2017. Pour cela, une levée de fonds de 600 000 € va être lancée. Cette start-up, aidée par la technopole Anticipa à Lannion, devrait bientôt quitter son nid et s'envoler. Chaque année, les livres ont leur fête dans le Morbihan. Le salon du livre en Bretagne de Vannes souffle sa 10e bougie et a pour l'occasion changé de nom. Il s'appelle désormais Livre à Vannes, mais le concept reste évidemment le même. Reportage de Clara Gestin.
Encore quelques livres dans les cartons, l'heure est au dernier préparatif. Pour sa 10e édition, le Salon du Livre de Bretagne s'offre un nouveau nom et a vu son inscription dans la chaîne du livre du ministère de la Culture qui rassemble auteurs, éditeurs et diffuseurs. C'est extrêmement important parce que ça veut dire que c'est une reconnaissance du salon de la part des professionnels de la profession, de la part des auteurs, de la part des éditeurs. Et donc ça veut dire que l'assise est extrêmement solide maintenant, très 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 solide. On peut imaginer que le salon de Vannes fasse partie dans quelque temps des salons nationaux. Sur place, environ 220 auteurs, toutes catégories confondues, se retrouveront pour des séances de dédicaces et de rencontres avec les visiteurs. Le tout sous le regard du président d'honneur. C'est aussi une petite responsabilité parce que ça veut dire qu'il faut voilà, prendre sa part dans, non pas l'organisation parce que tout est très très bien organisé, mais disons dans la motivation générale, la bonne humeur et puis le succès du salon, j'espère. Parce que c'est un salon qui a la réputation d'être extrêmement sympathique et chaleureux. 15h24, le train des auteurs arrive en gare de Vannes. Jusqu'à dimanche soir, Yann Kefelec, Bernard Werber ou encore Alain Chamfort vont pouvoir faire voyager les 30 000 visiteurs attendus. Et on passe tout de suite au Tour de Bretagne en 60 secondes, concocté par Benjamin Bréon. C'est confirmé, le toit du bunker K2 sur le port de Quéroman à Lorient va accueillir la bagatelle de 10 000 panneaux solaires. Une installation unique en France à cette dimension qui devrait fournir en électricité la consommation d'1 millier de logements, mise en service prévue fin 2018. Du nouveau à Quimper où l'office de tourisme prend un coup de jeune. Le nouvel équipement a été totalement repensé avec l'utilisation des dernières technologies. À noter par exemple une borne interactive extérieure accessible 24 heures sur 24, des écrans 3D, etc. Ouverture lundi. Enfin, qui a dit que l'opéra n'intéressait personne? La place de la mairie de Rennes était noire de monde jeudi soir pour la retransmission sur écran géant du Carmen de Bizet, joué en même temps dans l'enceinte de l'opéra. Le chef-d'œuvre était également diffusé en même temps dans une vingtaine de villes bretonnes, une initiative à renouveler. Ainsi s'achève ce JT Breton. Un petit mot avant de vous quitter pour vous dire que dimanche, les rédactions de TBO, TB Sud et du Télégramme vous proposent un dispositif spécial à l'occasion du premier tour des élections législatives. Dès 20h30, nous prendrons l'antenne pour vous proposer une analyse et des réactions des différents candidats dans leur QG. Le rendez-vous, c'est donc 20h30 dimanche soir. D'ici là, passez un excellent week-end. Julie Sicot reprendra l'antenne lundi. Au revoir.